Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Aujourd'hui, je vous présente une personnalité que j'ai rencontrée grâce à ma vie de famille et que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Il s'agit de Camille Farman. Et Camille nous a un petit peu aidés à la maison, mais surtout ce qui m'intéresse dans son parcours, c'est le fait qu'elle était toujours dans des écoles internationales, des écoles françaises à l'étranger, elle va vous le raconter, et aussi le fait qu'elle a trouvé un job maintenant à Zurich, et donc tout le processus de recrutement qu'elle a eu, etc., m'intéresse. Donc je vous la présente, Camille, jeune professionnelle arrivée à Zurich. Bonjour Camille. Bonjour. Oui, alors moi, je suis française. Une des choses que je me décris quand je rencontre des personnes internationales, c'est que je suis pas vraiment française au fond de moi-même, parce que bien que je viens d'une famille française, j'ai vécu en expatriation toute ma vie en fait. Donc moi personnellement, donc un petit peu sur moi-même pour que tu comprennes un petit peu mieux. Donc je suis née à Paris, mais mes parents sont tous les deux de la région parisienne. Sauf que quand j'avais 2 ans, nous sommes partis pour le travail de mon père en expatriation au Maroc, à Casablanca, pendant 4 ans. Suite à ça, nous sommes allés à Bucarest, en Roumanie, pendant 4 ans. À chaque fois, c'était des jumps de 4 ans. Il travaillait pour une entreprise française, internationale. Et c'était suite à des promotions, en fait, qui pouvaient monter dans les rangs, on va dire. Et donc voilà, après la Roumanie, on est allé à Londres pendant 4 ans. Donc là, pendant tout le début de mon parcours scolaire, j'étais au lycée français, donc de Casablanca et de Bucarest. Sauf la dernière année où mes parents m'ont mis à l'école américaine de Bucarest, parce que je devais avoir quel âge, 8 ans, 9 ans. Et donc du coup, mes parents ont pensé que c'était un atout pour moi si jamais j'apprenais l'anglais jeune, on va dire. Et en fait, après 1 an, on a déménagé à Londres. Donc là, pour tous les expatriés qui sont passés par Londres, vous savez que le lycée français de Londres, c'est très compliqué d'avoir une place parce que c'est complètement en overpopulation de Français à Londres. Et donc, du coup, mes sœurs et moi, parce que j'ai 2 petites sœurs, on a été dans une école anglaise. On a vécu vraiment la British Experience. Donc, une toute petite école, ouais. Ah, j'adore. Uniforme, toute petite école dans une maison. Il y avait qu'une classe, enfin, qu'une classe par niveau. Et on devait être une vingtaine, oui. Donc, c'était vraiment tout petit. Et donc, moi, là, ça faisait déjà 1 an que j'étais à l'école, que j'avais appris l'anglais à l'école américaine. Mais mes 2 petites sœurs, elles, pareil, elles partaient de 0. Donc, c'est incroyable quand on y repense avec mes parents enfin, les enfants à cet âge-là, c'est incroyable comment est-ce qu'ils absorbent toutes les langues. Toutes les 3, vous êtes bien adaptées ? Oui, très bien. C'était un peu plus difficile. Les premiers mois sont toujours difficiles parce que tu peux pas parler la langue avec les petits enfants anglais, ni avec les profs, ni quoi que ce soit. Et là-bas, personne parlait français, hein. Donc ça, c'était un peu compliqué. Et après, juste après, on a réussi à avoir une place dans le lycée français. Donc du coup, là, on est retourné à l'école française. Donc ça, c'était juste, voilà, notre petit gap de 2 ans anglais dans tout un parcours de SimSTEM français. Et en vrai, c'est génial parce que ça nous a permis de devenir bilingue complètement. Ma plus petite sœur, elle était encore très très jeune, donc elle n'a pas appris autant que nous, parce que nous, on faisait vraiment tous les devoirs et tout ça. Elle, elle était en kindergarten, donc c'était vraiment le début. Mais même, quand même, ça lui a facilité énormément l'apprentissage de l'anglais après. Et puis après, on est allé à Madrid. Donc, on était tous très, très excités après 4 ans à Londres, 4 ans sous la pluie, ou sous plutôt, pas la pluie, mais plutôt le ciel, voilà, le ciel, un peu comme la Suisse, de partir au soleil. Et là, donc, on est resté dans le lycée français, sauf que là, on apprenait l'espagnol. Jusqu'au bac, tu es resté Et donc, on est resté 3 ans. Et après, pour des raisons professionnelles, mon père a changé de travail. Et donc, du coup, fini la vie d'expatriation. Et on est rentré en France. On s'est installé à Lyon. Et là, moi, j'ai fait ma rentrée de première à Lyon. Donc ça, ce changement, ça a été assez dur pour toute la famille, en vrai. Mais particulièrement pour moi-même, parce que à 16 ans, j'avais tous mes amis, tout ça. Déjà, d'avoir bougé tout le temps, tous les 4 ans, ça a été assez difficile. Mais bon, quand t'es jeune, tu t'en rends pas vraiment forcément compte. Alors que là, à 16 ans, j'avais mon premier petit copain. J'étais vraiment très ancrée dans ma vie à Madrid. Et j'avais vraiment pas envie de partir, quoi. Et ça a été très dur aussi, parce que bien que le lycée français est un très très bon niveau, on est arrivé à Lyon
dans une école qui en fait prépare à la prépa, qui ont une très très bonne prépa. C'est une école qui s'appelle les Chartreux, pour ceux qui connaissent Lyon. Et on va dire que le choc était le choc. Un choc de niveau. Ah, tu vois, j'aurais pensé qu'ils étaient plus exigeants, le lycée français de l'étranger. Non, bah pas forcément en termes d'exigence, mais plus en termes de mentalité, de mentalité et saké en fait. Ah oui, oui. Les notes. Ah oui. La compétition. Oui, c'est difficile à mettre en mots, mais moi, par exemple, j'ai toujours été une très très bonne élève en maths. Ce qui d'ailleurs m'a amené à la partie finance que je te raconterai après. Et j'avais toujours eu de très très bonnes notes et tout ça. Et là, j'arrive à Lyon, donc dans cette école, et première fois de ma vie que je me prends une note en dessous de la moyenne, en dessous de 10. Et je dis quoi ? En maths ? Et qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, pour plein de pertes de points pour de la rédaction très spécifique. En fait, les professeurs beaucoup plus durs. Préparation niveau mentalité prépa, en fait. Donc ça a été très dur. Et puis aussi, les Français pas forcément très 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 accueillants. J'arrivais donc dans une école, les Chartreuses, c'est pas très très grand comme école comparé au lycée français de Madrid qui est énorme. Il me semble que c'est le premier ou le deuxième plus gros lycée français du monde, je crois, mais je sais pas, faut rechecker. Et donc du coup, c'était très compliqué pour moi de me faire des amis là-bas parce que aussi à 16 ans, tout le monde a son groupe d'amis. Ok, d'accord, les gens disent quelqu'un de nouveau, c'est sympa, ils te parlent 2-3 fois, mais après c'est fini, ils ont pas plus d'intérêt à te connaître ou t'accueillir dans ton groupe d'amis plus que ça. Donc ça a été très dur. Donc finalement, ton ancrage, il est resté plus à Madrid. Complètement. Et d'ailleurs, une des conditions que j'avais mis à mon papa, c'est que je pouvais revenir une fois par mois à Madrid en week-end pour garder contact avec mes amis, avec mon petit ami aussi de l'époque et tout ça. Et en fait, très rapidement, la question des écoles supérieures s'est posée pour moi, de qu'est-ce que je voulais faire, où est-ce que je voulais faire mes études après. Et j'ai très vite vu que du coup le modèle prépa n'allait pas du tout me convaincre, enfin n'allait pas du tout me satisfaire pour moi, c'était pas du tout pour moi. Et donc tout de suite j'ai regardé un peu un niveau international où est-ce que je voulais aller. Donc Londres c'était une des options et puis j'ai commencé bien sûr aussi à regarder Madrid vu que c'était quand même ma ville de cœur à l'époque. Et en fait j'ai vite vu que rester faire ma terminale dans cette école à Lyon n'allait pas du tout me servir pour moi, dans le sens où c'était en train de me plomber mon dossier, vu que l'exigence était tellement difficile. Et en fait, le problème, c'est que quand tu veux faire une prépa en France ou intégrer n'importe quelle école en France, ils connaissent plus ou moins les écoles qui sont difficiles, les Chartreux, tout ça. Donc, s'ils voient un 14 de moyenne au Chartreux, ils se disent « Waouh, ça, c'est la première de la classe ». Mais moi, dans les écoles internationales où je voulais rentrer, les 16 de moyenne me passaient par-dessus de ma 14 de moyenne. C'est ça. Il n'y avait pas c'était la impossible référence. pour moi. C'était impossible pour moi d'arriver. Et donc, du coup, rapidement, j'ai parlé avec mes parents et je leur ai dit, écoutez, pour ma santé mentale et déjà à l'époque et pour mon dossier et pour avoir les meilleures chances de rentrer dans les meilleures écoles pour la suite, je veux rentrer faire ma terminale à Madrid. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Seule. Je suis partie je venais juste d'avoir 17 ans. Alors, j'étais dans une famille, on avait des amis là-bas qui avaient une chambre pour moi. Donc, du coup, j'étais quand même dans un cadre familial. Mais oui, j'ai quitté mes parents à 17 ans. Et ça a été super pour moi parce que j'ai retrouvé tous mes amis, tout ça. Et t'as réussi donc à avoir les scores dont t'avais besoin. Voilà, et j'ai réussi à avoir mention très bien au bac. Ça m'a aussi redonné une grande confiance en moi dans les études parce que c'est très difficile, surtout quand on vient d'un système qui est beaucoup plus attentif, enfin qui est beaucoup plus là pour aider les élèves et tout ça, qui a une mentalité un peu plus internationale. Je trouve que c'est très difficile à 16 ans d'arriver dans une mentalité très française qui est beaucoup plus dure que celle que j'avais, même dans les systèmes français, que celle que j'avais expérimenté, on va dire. Tu disais tu à tes profs et tout ça? Non, c'était des Français. Non, quand même pas. Mais il y avait juste une ouverture d'esprit que je n'ai pas trouvée à Lyon. Après, je veux pas généraliser non plus, hein, mais voilà, c'est juste mon expérience. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a orienté vers la finance ou justement tu savais que c'est ce que tu voulais faire? À l'époque, je savais pas trop où est-ce que je voulais faire, donc j'ai fait un bac ES parce que je trouvais que c'était celui qui m'ouvrait le plus de portes. Et en fait, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué mes études du coup à Madrid. Je suis allée faire IE University, Instituto de Empresa, pour ceux qui connaissent un peu l'Espagne, qui est une école de commerce, voilà. Et j'ai fait un bachelor en business et administration
pour justement avoir une base un peu générale, on va dire, en commerce et voir un peu à travers de tous les cours qu'on nous proposait, qu'est-ce qui me plaisait le plus. Et en fait, c'est à travers mon bachelor et les stages que j'ai commencé à faire que je me suis intéressée à la finance. Je trouvais aussi que pour une femme, c'est encore un monde très masculin, et donc du coup c'est quand même, si une femme peut réussir en finance, c'est quand même quelque chose de très très bien évalué. Et donc du coup, vu que j'étais bonne en maths, bonne en finance, et que ce monde-là commençait à me passionner, mes parents m'ont beaucoup poussé aussi là-dedans en disant vas-y, parce que si tu arrives à réussir, c'est génial. Et donc du coup j'ai fait quelques stages à Madrid. Quand j'ai eu mon diplôme de bachelor, j'ai commencé à travailler pour BNP Paribas à Madrid pendant 1 an. Mais j'ai tout de suite vu que pour atteindre des jobs en finance, plus contact client et moins très opérationnel derrière son ordinateur, il fallait quand même un master. N'importe où en Europe où je regardais, parce que j'ai regardé Londres, j'ai regardé Paris, j'ai regardé Madrid, bien sûr. Et en fait, c'est quand le Covid est arrivé que je me suis dit, bon, changer de travail maintenant, ça va être un peu plus compliqué que ce que je pensais. Donc, pourquoi pas essayer de faire un master en ce moment. Et comme ça, quand je sortirai de master, le monde se sera rétabli et ce sera plus facile pour moi de trouver un job qui me plaît plus. Et là, tu as visé la Suisse. Et là, alors, j'avais mon copain de l'époque, qui est toujours mon copain actuel, que j'ai rencontré, donc espagnol, que j'ai rencontré à BNP Paribas, qui venait juste de déménager à Zurich. Et donc, du coup, la Suisse s'est mise dans ma liste d'options de master, parce qu'avant, pour être complètement honnête, j'avais jamais entendu parler de Saint-Gall, et en fait, c'est très suisse alémanique et c'est très allemand. L'université de Saint-Gall, de ce que j'ai vu un petit peu en parlant avec des amis de mes parents, mais pas même mes parents, personne de mon entourage connaissait vraiment l'université de Saint-Gall. Sauf qu'en commençant à faire mes recherches, j'ai vu que le master que j'ai fait, qui est le MBF, Master in Banking and Finance, c'est le 6e au monde en finance, après toutes les grandes parisiennes. Ah, c'est super réputé. Ouais, très très bien réputé. Et donc du coup, j'ai postulé. Et parce que de par la proximité à mon copain, vu que c'est à 1 heure de Zurich, et en plus de son ranking, j'ai trouvé qu'il était très peu cher en fait en comparaison avec les autres masters qu'on peut avoir même en France ou en Espagne ou à Londres. Ah, intéressant. Parce que vu que c'est une université publique, en fait mon master me coûte 9 000 francs. D'accord. Comparé à, moi j'ai pas vu quand j'ai fait mes recherches, moins de 35 000 l'année. D'accord. Donc c'était vraiment quelque chose de hyper avantageux aussi en termes de coût, même si on se dit la Suisse, ça va être hors de prix, ça va être très cher. Et c'est vrai que bon, être étudiante en Suisse, c'est quand même pas donné, surtout après Madrid, mais ils vont avoir plein d'inscriptions l'année prochaine grâce à toi. Mais voilà, et là je suis en train de finir du coup mon master. Il me reste ma thèse à rendre. Et comme tu m'as présenté, oui, dans 1 semaine, je commence à travailler dans une banque ici à Zurich. Alors ça, je trouve ça magnifique parce que justement, ils t'ont vraiment recruté, targeté. Je voulais savoir comment ça s'était passé. Comment ils sont tombés sur ton profil. Est-ce que c'est l'université qui l'a partagé? Est-ce que c'est toi qui as fait des recherches? Alors, par l'université, on a un truc qui s'appelle les Banking Days. Et donc, c'est en fait 2 semaines où toutes les grandes banques et entreprises financières de Suisse, mais même pas juste de Suisse, de partout en vrai, parce qu'il y a même des représentations de Londres et tout ça, mais surtout quand même Suisse, donc tu as énormément de UBS, Crédit Suisse, Julius Baer et tout ça. Ils organisent des événements. Donc, moi, c'était particulier parce que comme c'était Covid, restrictions, c'était tout par Zoom. Mais normalement, ils organisent des dîners avec des élèves, etc., etc. Et en fait, le but de ces événements, c'est de se faire connaître en tant qu'entreprise, partager aux étudiants quelles sont les offres qu'ils proposent, quels sont les stages, etc. Et par de même, du coup, les étudiants de voir si ça pourrait être un fit personnel aussi avec eux, quoi. Et c'est un peu une mini entretien aussi, parce qu'il y a toujours des questions que tu peux poser directement aux personnes qui sont là, et du coup j'ai attend plein d'événements, et au final je me suis mis en contact avec les gens avec qui t'avais le mieux accroché. Oui, j'avais mieux accroché, et je savais que je voulais rester en Suisse et surtout à Zurich, mais je savais aussi que je ne parle pas allemand,
Donc, ça allait être compliqué aussi pour moi de trouver quelque chose qui me correspondait. Et on trouve des positions sans l'allemand? Alors, c'est plus difficile. Moi, là, je vais rentrer dans une banque qui est internationale. Je rentre au niveau de corporate banking. Donc, en fait, on parle avec nos clients. Ce sont des grandes entreprises internationales. Donc, la langue d'usage, en fait, au bureau, c'est l'anglais. Okay. Et en fait, du coup, j'ai postulé à leur summer internship. J'ai été prise. J'ai fait mon summer internship, donc mon stage l'été dernier. Et j'ai beaucoup aimé l'expérience parce que toute l'entreprise était hyper internationale. Donc, bien sûr, il y avait des Suisses allemands, il y avait des Allemands, il y avait des Suisses de la partie francophone, plein de Français et pas mal d'Espagnols, d'Italiens. Enfin, c'était hyper international. Et donc, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouvais que ça correspondait vraiment à mon profil aussi. Mmh. Ah, ça me fascine comme ça tombe bien ici, tu vois, les recherches d'emploi, quand tu es dans tes études, et voilà, qu'on te fasse faire un essai d'1 mois ou 2, et finalement on t'embauche l'année d'après, le temps de te donner, le temps voilà, de faire ton master, de continuer eux-mêmes, de te faire une place, j'imagine, que tu es très attendu et tout, et créer une relation, créer un lien, savoir à quoi s'attendre. Non, j'aime beaucoup, moi, ces espèces de stages d'été, toutes les grandes entreprises financières, ils ont ça, c'est Summer Internship, c'est des programmes où tu as une semaine de training. Ensuite, en général, là, c'était une rotation. Toutes les 3 semaines, je changeais d'équipe. Donc, tu rencontres vraiment tout le monde. Et puis, les gens sont vraiment là pour aussi donner la meilleure image de leur équipe, de l'entreprise. Parce que le but, au final, c'est... Enfin, les 2 personnes sont en train de s'évaluer, au final. Oui. Parce que toi, tu évalues l'entreprise, les choses qui te font faire, l'ambiance qu'il y a et tout ça. Et si tu te vois signer un contrat fixe avec eux, un CDI... ou pas, et eux, bien sûr, ils t'évaluent aussi avec les tasks que tu fais et si tu pourrais fit. Mais du coup, ton critère de international et voilà, du bac que tu as passé, des notes que tu as eues, etc., c'est rentré quand même en ligne de compte? Oui. Bah, moi, je voulais quand même être dans un endroit international. Si possible, quelque chose qui n'était pas énorme dans le sens où, quand j'étais en train de travailler chez BNP Paribas, c'était une énorme entreprise, enfin, un énorme building avec beaucoup de gens. Et donc, du coup, c'était difficile de rencontrer du monde et tout ça. Et c'était très, très espagnol. Donc, c'était pas du tout international. Donc, ok, d'accord, j'ai vécu quand même au final 10 ans à Madrid. Donc, je m'entends bien avec les Espagnols et je peux créer des liens avec eux. Mais c'est vrai qu'il me manquait un petit peu ce petit plus de gens qui sont internationaux ou ils sont hyper intéressants. Et voilà, et donc du coup là dans cette entreprise, c'est une entreprise internationale donc qui est très très grande mondialement, mais qui en Suisse, l'équipe où je vais rentrer, on est 35. D'accord. Donc on n'est pas en train de parler de plusieurs centaines de personnes. Donc tu peux très facilement en fait au final prendre un café avec les managing directors, rencontrer tout le monde et te faire un peu aussi une place, même si tu es seulement la stagiaire d'été quoi. Donc ça m'a vraiment plu. Mais ça sonne très prometteur. Je te souhaite vraiment un bon début. J'espère que ça va me plaire, oui. Donc quand l'épisode sera posté, tu seras déjà oui. en action dans la banque. En effet. Est-ce que tu dirais que si tu n'avais pas eu cette expérience justement d'avoir voyagé de pays en pays, d'avoir visité plusieurs lieux, etc., tu aurais moins de capacité aujourd'hui à t'adapter? Tu aurais eu moins d'ambition? Tu aurais eu d'autres ambitions? Bah, c'est difficile à dire parce qu'au final, comme j'ai jamais j'ai connu que ça au final. Mais c'est vrai que je me considère et aussi mes sœurs, je vois comment est-ce qu'elles se sont développées comme des personnes très ouvertes, très internationales, on aime beaucoup la découverte, connaître des nouvelles personnes, tout le temps se challenger, apprendre de nouvelles langues. J'essaye d'apprendre l'allemand, c'est difficile. Mais donc pour moi, c'est vrai que je suis très stimulée quand je suis dans un environnement comme ça. Même à Saint-Gall, même si c'était très, très alémanique, on va dire quand même, il y avait quand même beaucoup de diversité de personnes, des Autrichiens, des Allemands, des Suisses allemands, des Suisses de partie francophone, etc. Et c'était très... J'adore en fait rencontrer, être dans des environnements internationaux et rencontrer du monde comme ça. Donc, est-ce que si j'avais eu un autre parcours complètement franco-français, est-ce que j'aurais été pareil? Tu peux pas répondre. C'est difficile à dire, mais tu vois tes amis. Oui, je pense que ça aurait été plus difficile. Enfin, ça apprend. C'est ce que je dis à tout le monde quand je partage mon histoire et que les gens me regardent en me disant mais ça n'avait pas été trop difficile de changer tous les 4 ans et tout ça, la vie d'expatriation. En général, c'est des gens qui ont jamais vécu autre part que dans leur maison ville. De famille. Voilà. Et je dis, en vrai, il y a beaucoup de points positifs et beaucoup de points négatifs. Pour moi, un des grands points positifs, c'est exactement ça dont on était en train de parler, c'est d'avoir une ouverture d'esprit
et de pouvoir aussi garder contact avec plein de gens à peu près partout. Je vais pas dire dans le monde parce que moi c'était quand même assez européen mon parcours, mais au moins en Europe. Donc ça c'est vrai que c'est incroyable, ça c'est génial. Je sais que si demain on me mute à Londres, j'ai déjà plusieurs personnes de tout mon parcours qui sont là-bas et je peux facilement me refaire un cercle. Par contre, bien sûr, il y a toujours des points négatifs où moi j'ai pas de maison familiale. J'ai pas d'ancrage, de tu home, dirais. voilà, ouais, d'endroit où je connais les gens depuis que je suis toute petite. Je le voyais surtout en Espagne quand je travaillais là-bas. Les gens, ils s'entendaient très bien avec leurs collègues, mais ils n'étaient pas là pour se faire des amis avec leurs collègues. Bon, certes. Sauf que le problème, c'est que pour quelqu'un qui n'a pas énormément de personnes à Madrid, parce que j'avais mes amis que je m'étais fait là-bas, sauf qu'avec l'IE, comme c'était très international, tout le monde est parti un petit peu à droite à gauche en Europe. Donc du coup, pour moi, commencer ma carrière professionnelle, c'était aussi un moyen de rencontrer du monde et d'élargir un peu ce cercle d'amis qui, au final, s'était vachement réduit depuis que les gens avaient commencé à travailler. Et en fait, le problème, c'est qu'eux, ils n'ont pas vraiment cette nécessité. Parce que, et je dis en Espagne, mais je suis sûre que c'est un peu partout pareil. Ouais. Et ici, on le voit en Suisse aussi, du coup, avec les Suisses. C'est sûr. Parce que les gens qui viennent de l'endroit où ils sont, ils ont leur cercle d'amis depuis qu'ils sont tout petits, leur cercle d'amis du lycée, leur cercle d'amis de l'université, etc., etc. Et donc, ils n'ont pas la nécessité, en fait, de rencontrer tellement d'autres personnes. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que toi, justement, tu ressens cette nécessité toujours. Tu es quelqu'un de très sociable, vraiment, qui sort, qui a des amis, comme tu dis, partout. Vraiment, c'est très facile de s'attacher à toi et tout ça. Mais en fait, ça aurait pu te rendre solitaire un peu, tout ce parcours-là, tu vois, de devoir un peu abandonner les amis à chaque fois que tu déménages. Et ça aurait pu enlever ce côté attachement aux autres et dire, bon, moi, je fais mon chemin. Et c'est pas mal. Oui, d'une certaine manière aussi. Mais après, moi, je suis très fan de tous les réseaux sociaux parce que ça me permet à moi et aux gens comme moi qui ont vécu un peu partout, de garder contact avec ses amis. Après, c'est difficile tout le temps de recommencer à zéro, mais au final, c'est excitant aussi. C'est excitant. Et ça va peut-être me jouer des tours dans le futur, parce que peut-être que tous les 4 ans, je m'ennuie. Ça se trouve, oui. C'est un peu ce qui s'est passé. Ça faisait 10 ans que j'étais à Madrid, et puis la Suisse, pour moi, c'était devenu du coup un nouveau challenge. Et donc bon, on verra. On verra d'ici 4 ans. Le fait est que tu as de nouvelles opportunités ici, et de nouveaux horizons. Donc Bah oui, c'est ça. c'est ça. Mais bon, on verra un petit peu. En tout cas, je crois qu'au niveau professionnel aussi, les parcours comme ça, avec les gens qui arrivent à avoir des expériences dans plusieurs pays, c'est vraiment des parcours qui sont valorisés. Oui. Il te manque les États-Unis. Ouais, il me manque les États-Unis. Je suis allée au Canada pour mon échange universitaire. Donc, voilà. C'est bon. Je me suis rapprochée des États-Unis. Mais non, oui, je vois aussi que, surtout le job que j'ai réussi à avoir, comme c'est un endroit très international, ils valorisent énormément mon profil international. Pour eux, le fait que je puisse me relationnaliser, je sais pas si ça se dit en français. Ça, c'est ça mon problème aussi, c'est que je suis française, mais des fois, je fais du franglais. Tu veux dire rentrer en contact avec... Oui, pour eux, le fait que je puisse parler en plein de langues différentes, parce que du coup, maintenant, j'ai réussi à être trilingue en français, anglais et espagnol, c'est hyper utile pour eux, parce qu'il y aura toujours quelqu'un, un client ou quoi que ce soit, qui vient d'Espagne, ou qui vient de l'Amérique latine. Ça crée des connexions. Et puis aussi, ça te donne un moyen de pouvoir changer ta mentalité et la façon de t'exprimer avec la personne que tu as devant toi. Alors, quelle langue est la plus sympa des 3 que tu as citées où les gens sont tout de suite plus... L'espagnol, quand même. Mais tu sais, c'est marrant parce que comme je suis française, de famille 100% française, mais j'ai jamais travaillé en France, jamais travaillé en français, et j'ai fait toutes mes études en anglais, et j'ai travaillé en espagnol. Donc du coup, les gens, des fois, ils me demandent, professionnellement parlant, pour toi, en quelle langue c'est plus facile d'écrire un email ? Et je dis, en vrai, pour moi, en anglais, vu que j'ai fait toutes mes études, puis je suis quand même un petit peu plus bilingue, on va dire, en anglais. Et ensuite l'espagnol, et en dernière position, le français. Mais ça, c'est les verbes irréguliers, les conditionnels. Ah non, mais c'est horrible. Des fois, c'est un peu triste parce que je sens que des fois, je perds un peu mon français avec tous ces... Alors, faut lire. Il faut lire, et puis il faut que je me fasse aussi des amis français. Alors voilà, le message est lancé. Exact.
C'est super Camille, je suis vraiment ravie de t'avoir eu sur le podcast et voilà, bonne chance pour ce départ-là. Merci beaucoup. Alors comme on le fait un petit peu spontanément, je t'ai pas demandé de préparer de citation. D'habitude je demande ça en fin d'interview. Si t'as un livre justement en référence, quelque chose qui t'a marqué dans la vie, ou un role model, quelqu'un, je sais pas moi, Superwoman, ou quelqu'un qui tu penses, tu peux prendre 2 minutes. Hein. Non, ça va peut-être être quelque chose complètement différent de ce que les autres personnes disent, mais c'est la première chose qui me rentre dans l'esprit quand tu me dis role model. C'est un peu cliché de dire ça, mais pour moi, mon role model, c'est ma maman. Ah, c'est beau. Oui. Tu me rappelles aussi beaucoup à elle. Hein, ah bon? Dans ton énergie à faire tous tes projets, dans tout ce que tu fais, tout ce que tu te lances. C'est un grand compliment. Parce que elle, donc elle a dû quitter son travail pour suivre mon père à l'étranger pendant 15 ans. Et à chaque fois, elle faisait plein de trucs. Elle était vachement active dans toutes les associations et tout ça. Et puis là, ils sont rentrés en France. Donc, elle essaye un petit peu aussi de refaire son trou après être partie pendant 15 ans, avoir arrêté sa vie professionnelle. Qu'est-ce qu'elle refait maintenant? Comment est-ce qu'elle se redonne un purpose, une value, enfin je sais pas comment on dit, value en français. Tout à fait. Mais surtout parce qu'en France, en ce moment, les femmes travaillent, etc. Donc c'est très difficile pour elles de les se refaire retours d'expatriation, c'est vraiment dur. Il faudrait qu'elle vienne parler avec toi. Plaisir, c'est bien Zurich, elle est invitée. Écoute, voilà, la prochaine fois qu'elle vient à Zurich, je la ferai venir sur ton plateau. Et je trouve que ça demande aussi beaucoup d'ouverture d'esprit, parce que moi j'ai été petite quand j'ai vécu tout ça, sauf que elle a toujours vécu en France, dans la région parisienne. Et puis d'un coup, quand elle avait 30 ans, ça y est, elle est partie à l'aventure avec son mari et ses petites filles. Et je trouve que c'est beau aussi son parcours. Donc, oui. Moi, ce que je lui demanderais justement, c'est quel est le dosage entre la résilience qu'on doit avoir pour sa famille, pour le don des autres, et justement l'énergie qu'on doit mettre aussi pour continuer à se construire, et même quand ça n'a pas l'air de valoir la peine. Et quand même, ça vaut la peine, il y a quelque chose au bout, on apprend toujours des choses sur le chemin. Et... Donc ça, ce serait ma question pour elle. Si elle m'entend, tu lui passeras l'épisode. Bah oui, bien sûr. En tout cas, chapeau aux mamans. Très jolie dédicace. Merci Camille. Merci beaucoup à toi Jenny. Et tout le meilleur. Nous, on reste en contact. Est-ce que je peux mettre au moins un de tes réseaux sociaux dans la bio? Oui, bien sûr. Quelque chose? Ok, comme ça. S'il y a des gens justement... Pour toutes les personnes qui ont des enfants qui vont commencer leurs études et qui veulent me poser des questions sur les différents systèmes, je suis c'est super sympa. C'est super sympa. Merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Moi, j'adore lire vos retours et j'espère que vous avez apprécié cet épisode. À bientôt. Au revoir. Au revoir.